Merci Hervé. D'abord, j'accepte l'hommage. J'annule l'idée parce que c'est d'évidence dans l'univers de la transaction des acteurs, on va le préciser, je vais demander à mes débatteurs de le préciser, des acteurs de manière relativement récente sont apparus avec un mode de fonctionnement différent, mais ils sont dans le paysage professionnel. Pour ceux qui me connaissent, et puis c'est facile à identifier, j'ai presque un quart de siècle d'immobilier traditionnel, et j'ai vu arriver ces acteurs-là. Ils sont dans le paysage, on ne peut pas le nier, et donc il faut au contraire être attentif à la manière dont ils exercent et à l'avenir qui peut être le leur, aux côtés des acteurs traditionnels. Donc je revendique que c'est pas de la lucidité, hein, je crois que c'est... Voilà, c'est un regard normal. Et puis là où je suis un peu plus, où j'ai un peu plus de mérite, c'est que je ne suis pas de ceux qui considèrent que des nouveaux entrants sont à regarder d'un œil suspicieux, mais au contraire d'un œil attentif, intéressé. Pour pas dire affectueux. Voilà, je pense que des nouvelles pratiques apportent, et on est dans un salon qui parle de l'apport que peuvent faire les nouvelles technologies aux activités immobilières, et je ne pense pas que depuis 2 jours on soit là à redouter ou à craindre, mais au contraire à être offensif, voilà, à imaginer des lendemains plutôt heureux qu'autre chose. Donc les réseaux de mandataires sont ces nouveaux acteurs. Alors je vous présente les débatteurs. On a à cette table ceux qui comptent. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je dirais leur organisation professionnelle, puisque elle s'est créée, mais Jean nous en parlera, bien sûr de manière relativement récente aussi. Le syndicat des réseaux de mandataires en immobilier, Jean Lavaupeau, à l'extrême gauche de cette table, en est le président. À ses côtés, Olivier Colcombé, qui est le patron, le directeur général d'une enseigne de première importance, Optimum, dans ce métier-là. À côté de moi, alors un homme qu'on n'attendait pas, mais c'est sûrement encore mieux parce que les présidents ne servent à rien dans les sociétés, il faut le savoir. Voilà, et donc effectivement, nous avons non pas le président d'Efficity, mais nous avons le directeur général, Malek Abikhalil, qui nous parlera au nom de cette enseigne. Et à ma droite, un président, mais aussi directeur général, donc il sert à quelque chose. Jacques Daboudet, qui est le patron de Capifrance, qu'on peut présenter comme le leader parmi les réseaux de mandataires. Sachant qu'on n'est pas ici pour distribuer les galons, mais on a effectivement 2 poids lourds dans cette activité. Et j'ajoute que Jean Lavaupeau, qui préside le syndicat, est lui-même le président fondateur de Megagence, c'est-à-dire d'un réseau de taille moindre et qui est représentatif d'un certain nombre de réseaux en France. Alors, je dirais deux grands sujets dans cette table ronde: ce que sont les réseaux de mandataires et le recours qu'ils ont aux nouvelles technologies pour bien comprendre l'exploitation qu'ils en font, et ce qui les distingue des opérateurs classiques, vitré, comme on dit. Hervé parlait effectivement de cette référence à la boutique, qui me paraît assez normale. Donc, quelle distinction entre ceux qui font plus appel au virtuel et ceux qui en font un appel moindre au virtuel et qui ont des boutiques. Et puis, deuxième question, l'internationalisation, puisque ce salon à la prétention, à l'ambition de regarder en quoi une expansion internationale peut être portée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, de la didactique déjà, je fais partie de ceux, je suis un converti, mais je l'ai dit avec
beaucoup de convictions. Je viens d'un immobilier très traditionnel, vitré. Je sais depuis assez peu de temps comment fonctionnent les réseaux de mandataires. Je pense que beaucoup l'ignorent, hein, ou ont des idées reçues sur le sujet. Alors je vais peut-être demander au président du syndicat, parce qu'il a une vision à cet égard panoramique, de nous faire peut-être un point d'histoire. Acteur récent à quel point, depuis combien d'années, quel mode de fonctionnement et quelle distinction par rapport aux agences immobilières traditionnelles, aux quelques 20-25 000 agences immobilières en France, c'est le nombre qu'on s'accorde à reconnaître, qui fonctionnent dans nos villes, dans nos rues. Bien, merci Henri de cette présentation. Alors effectivement, nous sommes constitués en syndicat de réseaux de mandataires qui comporte une quinzaine d'enseignes dont le fonctionnement, dont le modèle économique est le réseau de mandataires. Alors, la distinction juridique n'existe pas. Il faut savoir qu'on travaille tous sous le couvert de la loi Hoguet, qui est une loi ancienne, qui est une loi qui date de 1970, et nous sommes tous titulaires d'une carte professionnelle avec une habilitation loi Hoguet. Ce qui pourrait nous différencier, c'est principalement sur le fonctionnement, sur le nombre d'acteurs qu'on appelle les négociateurs, qui sont au statut d'agent commercial mandataire, qui est un statut majoritairement employé dans la profession traditionnelle depuis toujours. Simplement, il y en a un plus grand nombre, et souvent ils sont éloignés de plus d'une distance, on va dire, naturelle de l'agence immobilière en boutique vitrée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé déjà le syndicat des réseaux de mandataires ? Dans un premier temps, on l'a créé parce qu'il y avait des attaques assez ciblées, profondes de la profession dite traditionnelle. Et ce syndicat n'a pas vocation on va dire, à perdurer en tant que tel, si tant est que la profession puisse se recentrer, surtout dans des périodes anxiogènes comme aujourd'hui, où il y a particulièrement à se recentrer sur l'activité de transactionnaires. Et j'en veux pour preuve les transactions de PAP de gré à gré qui augmentent, dont les parts de marché augmentent, même si la profession cache ce chiffre, grâce à l'avènement des réseaux traditionnels et des réseaux de franchise. Ces parts de marché avaient augmenté dans les années 80, dans les années 90, et aujourd'hui elles régressent à cause des ventes de PAP. Alors, on s'accorde à reconnaître qu'une vente sur deux se fait sans la participation d'un professionnel. En gros, voilà. On parle de 40% pour les pessimistes du côté des professionnels, à 55-60%. Bon, faisons une moyenne, la moitié à peu près du marché échappe aux professionnels. Voilà, encore et toujours. Alors qu'effectivement, outre-Atlantique, il y a à peu près 90 à 95% des parts de marché qui sont détenues par les professionnels. C'est uniquement la faute des professionnels français qui n'ont pas pu aller outrepasser leurs problèmes culturels, leurs précarés, puisqu'aux États-Unis, il y a maintenant, ça fait 10 ans que je dis 30 ans, donc ça doit bien faire 40 ans, que les professionnels là-bas ont décidé de tout mutualiser, leurs fichiers pour commencer, et ce qui a permis de mutualiser et de remporter toutes ces parts de marché qui nous échappent encore dans cette profession. Alors, je rappellerai juste, j'ai encore la parole sur ce sujet, je ferai un petit historique à titre personnel et vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai personnellement démarré dans cette profession il y a 30 ans au statut d'agent commercial mandataire. D'accord ? Je démarrais en février 84, ça fait à peine 30 ans. Et à cette époque, il y avait des petits cabinets, on faisait nos annonces, c'était des petits cadres mortuaires dans la presse gratuite, il n'y avait pas de photos, bien sûr pas d'internet, on avait tout juste le Minitel, et les clients, je me souviens, 2 sur 3 n'avaient pas le téléphone. J'exagère à peine. Ensuite sont arrivés des gens des réseaux anglo-saxons, notamment Century 21, qui a clairement tout apporté à la profession de transactionnaire. Que n'a-t-il pas fallu entendre à cette époque de la profession dite traditionnelle dans les années 87, du grand traditionnalisme, où les Yankees arrivaient avec leur méthode de farming, etc. Ils ont tout apporté, et la photocopieuse a largement fonctionné, puisqu'on a retrouvé les cours de formation un peu partout après, avec leurs fautes d'orthographe. Donc on sait de quoi on parle là-dessus. Et puis est arrivée dans les années 2000 la solution des réseaux de mandataires, avec Idimo, Capifrance, Jean-Claude Côté-Moine qui a été l'initiateur et le catalyseur de ce modèle économique. Et là, l'occasion était trop bonne pour les anciens pestiférés de trouver de nouveaux pestiférés du coup, et pour redorer son blason. Et les réseaux de franchise sont devenus honorables, voyez.
ils sont devenus honorables, et les nouveaux pestiférés sont les réseaux de mandataires. Alors, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, nous sommes donc dans le cadre du modèle économique du réseau de mandataires, et d'ici 5 à 10 ans, je deviendrai ringard, en marque-bout-de-temps à ma profession, avec des nouveaux acteurs qui arriveront, que je ne connais pas encore, ils sont peut-être ici dans la salle ou dans le salon, avec des nouvelles technologies, et du coup, je deviendrai honorable moi aussi à ce moment-là. Voilà. Parfait. Merci beaucoup de cet historique. Alors, peut-être une question qui pourrait s'adresser à chacun d'entre vous, mais je la pose à Jacques Daboudet. J'ai dit que Capifrance pouvait être regardé comme le leader. Alors, leader, comment estime-t-on un leader en chiffre d'affaires, en nombre d'agents mandataires, me semble-t-il, en présence sur le territoire? Bon, en tout cas, un réseau de première importance qui est Capifrance. Jean Lavaupeau n'a pas hésité à parler de l'origine du syndicat et des attaques qui pouvaient être portées. Alors, ces attaques... elles sont normales. Un nouvel entrant, et effectivement, on est sur des durées par rapport à l'existence de la profession d'agent immobilier, des durées qui sont courtes finalement, en tout cas en France, sur le territoire français. Les peurs sont naturelles, les inquiétudes sont naturelles, et les attaques peuvent être estimées comme naturelles. Maintenant, il faut y répondre. Alors moi, quelle sorte d'attaque j'entends? J'entends que le recours à l'Internet, c'est-à-dire ce lien virtuel entre une tête de réseau et puis des agents mandataires, ne permettrait pas un pilotage, un management d'assez bonne qualité. Et donc, il y a une mise en cause sur le thème de la qualité. On va s'accorder à dire que c'est important de pouvoir assurer aux vendeurs ou à l'acquéreur une qualité de service. Et donc, première mise en cause, un réseau de mandataires, par le recours au NTIC, ne peut pas garantir la qualité et ne peut pas contrôler ceux qui méritent de l'être. Alors, première réponse d'un opérateur comme un autre, mais un peu plus important. Alors, moi, je dirais que tout d'abord, comme l'a souligné Jean, un nouvel acteur, ça dérange. On l'a dit, ça dérange parce que, qui plus est, lorsque le chiffre d'affaires, le nombre de ventes progresse de manière assez significative dans un laps de temps assez bref, 10 ans, Capifrance, c'est 10 ans d'existence aujourd'hui, mais très clairement, le modèle se développe depuis un peu plus de 5 ans. Donc forcément, ça attire des convoitises. Qui plus est, quand, je dirais aujourd'hui, un actionnaire de référence en France, ou un acteur de référence en France, pour ne pas le citer, le groupe Pinot et Artemis, s'intéresse à ces modèles en rachetant le leader et Optimum. Voilà, donc on peut dire que vous avez, messieurs, un actionnariat commun. Le même actionnaire. Ce qui n'est pas le cas de Jean. Ça crée, je dirais, un certain nombre de questionnements de la part d'un certain nombre de professionnels. Là où je m'insurge un peu contre ces attaques, et encore une fois, le marché a toujours raison, c'est surtout par le manque de connaissance de ce qu'on pratique aujourd'hui dans les réseaux mandataires. Et je pense qu'on a, nous aussi, je dirais, de la pédagogie à faire sur comment nous exerçons le métier. La première des choses qui me paraît important de dire, c'est qu'effectivement, le web, l'Internet, c'est notre levier de développement, c'est notre seule vitrine, comme je dis toujours, mais c'est aussi le moyen qui permet à des réseaux comme les nôtres de se développer. Alors, on le fait tout à fait, je dirais, comme toute entreprise, normalement, mais je dirais même peut-être avec plus de sécurité. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir effectivement le développement d'un réseau sur un plan national, donc avec des conseillers indépendants à distance, nécessite la mise en place non seulement d'une organisation très rigoureuse, mais également un management, une animation commerciale stricte. Alors pour ne citer que ce que je fais aujourd'hui, ce que nous faisons chez Capifrance concrètement, première étape, c'est que on fait le même métier que n'importe quel agent immobilier ou conseiller immobilier dans une agence traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des clients vendeurs pour prendre des mandats, et puis on va essayer évidemment de trouver des acheteurs pour vendre ses biens. Quand j'ai dit ça, ça veut dire que dans l'organisation, nous nous assurons que l'ensemble des mandats soient contrôlés et vérifiés, c'est-à-dire centralisés au siège, de manière à ce qu'il n'y ait pas de nullité sur ces contrats.
sur ces mandats, en l'occurrence. Premier point, c'est-à-dire que tout est centralisé, tout est contrôlé pour la mise en commercialisation. Deuxième chose, on s'efforce également de respecter, je dirais, la loi en la matière. Et là, je peux le dire clairement, on est peu nombreux, malheureusement, à le faire dans la profession. Je pense au délai légal de 7 jours avant diffusion, par exemple, qui s'impose à tous, mais je ne connais pas beaucoup de réseaux qui le respectent. C'est aussi un élément, je dirais, de rigueur qu'on s'oblige à appliquer. Ensuite, dans le processus de vente, eh bien, effectivement, nos conseillers sont à distance. Mais donc, ils traitent leurs opérations de vente comme n'importe quel conseiller en France. Mais ensuite, le compromis va se signer systématiquement chez un notaire. À partir du moment où il est signé chez le notaire, on part du principe quand même que cette profession est en mesure d'apporter les garanties qui s'imposent, tant à l'acheteur qu'au vendeur, et d'assurer, je dirais, la bonne fin de l'opération pour les acteurs en cause. Voilà. Donc, en résumé, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on suit le processus que la plupart des agences pratiquent, il faut ensuite pouvoir être certain que les gens qui sont sur le terrain font le métier comme ils doivent le faire. La première des choses qui est importante pour nous, c'est la formation. On s'oblige à former systématiquement l'ensemble des conseillers qui nous rejoignent. Donc déjà, il n'y a pas un conseiller dans les réseaux mandataires, et en l'occurrence dans les nôtres, en l'occurrence, qui n'ait pas suivi une formation minimale d'un minimum de 5 jours, ce qu'on appelle une formation d'intégration, et bien d'autres, puisque si je prends notre exemple, aujourd'hui nous dispensons 22 modules de formation sur une période de 18 mois, c'est-à-dire 168 heures de formation à l'ensemble des conseillers. Et là encore, si je m'interrogeais sur ce qui se passe dans la profession, je ne pense pas, malheureusement, je le dis bien, et on partage ça d'ailleurs avec plusieurs acteurs de la profession, que autant de formations puissent être dispensées dans tous les réseaux de France. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on a parlé de qualité de service. Et oui, effectivement, aujourd'hui, l'image de la profession n'est pas des meilleures au regard du grand public. On a parfois du mal à justifier nos honoraires, mais ça s'explique aussi parfois peut-être par un manque de qualité de service. Et pour nous, je pense que la réussite passe d'abord et avant tout par le service qu'on va être capable d'amener à nos clients pour justifier de nos honoraires. Raison pour laquelle nous, on investit beaucoup, je dis bien nous, parce que c'est un sujet qu'on partage évidemment au sein du CIREMI, sur la formation professionnelle. Enfin, pour conclure rapidement sur le sujet, c'est le management. Je parlais d'organisation. Eh bien oui, il faut animer un réseau d'une dimension comme le nôtre, 1400 conseillers sur l'ensemble du territoire, avec une organisation. Eh bien aujourd'hui, ce sont, chez nous, 80 coachs régionaux, enfin départementaux, qui animent en moyenne une vingtaine, voire une trentaine de conseillers sur le territoire. Ce sont 120 tuteurs qui accompagnent sur le terrain physiquement les débutants, et je dirais les moins débutants d'ailleurs, pour justement leur apprendre le métier et faire en sorte que cette fameuse qualité de service, ce fameux service qu'on doit à nos clients, soit respecté. Et j'ajoute qu'on a également 5 directeurs de région qui permettent de piloter l'ensemble. Voilà. Tout ça pour dire quoi et conclure, c'est que évidemment, on se met en situation, d'accord, de pouvoir manager en proximité l'ensemble des agents commerciaux indépendants qui font le travail comme dans n'importe quelle agence ou comme n'importe quel agent immobilier pourrait faire avec ses collaborateurs dans sa propre agence. Parfait. Alors bon, clairement on entend dans le propos de Jacques Daboudet que le virtuel est associé à du réel et à du physique, pour constituer une entreprise et pour que son fonctionnement soit adapté aux objectifs de qualité notamment et de réassurance du client. J'ajoute une précision, je pense qu'elle est à peu près inutile pour tous ceux qui sont là, mais au moment où on parle, un projet de loi est en cours d'examen au Parlement. Il a été voté en première lecture à l'Assemblée et au Sénat il y a quelques jours, qui rend obligatoire désormais la formation continue pour tous les collaborateurs, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés ou travailleurs non salariés, c'est-à-dire agents commerciaux des réseaux ou pas des réseaux. C'est pour
faire écho à ce que vient de dire Jacques. Donc clairement, c'est une réalité déjà dans son groupe et dans les réseaux du CIREMI, et la loi n'a pas été attendue pour en arriver là. Alors, sur l'alliance entre virtuel et physique, Olivier Colcombé, pour Optimum, un réseau important aussi, national. Deux choses. Le recours au virtuel, le lien virtuel entre une tête de réseau qui vérifie les documents juridiques, les mandats, les avant-contrats, qui prépare le travail qui est ensuite fait devant notaire. Est-ce que ce lien, il est également physique dans votre réseau pour ce qui est la formation? Quand je veux me former, si je suis un agent mandataire, est-ce que j'ai une téléformation? Ça m'intéresse. À mes moments perdus, je préside une école. Alors moi, je suis très attentif à ce marché de la formation continue qui est en train de s'ouvrir à la demande du législateur. Est-ce que tout cela se fait en téléformation? Est-ce qu'il y a aussi de la formation corps présent, comme diraient les magistrats, présentielle? Premier sujet. Et puis deuxième question aussi, est-ce que dans ce mix entre le virtuel et le réel, vous vous interrogez sur un rapprochement du modèle traditionnel? En clair, vous n'avez pas de boutique aujourd'hui, vous n'êtes pas vitré. Est-ce que l'idée d'ouvrir des ancrages physiques traverse l'esprit d'un patron de réseau comme vous l'êtes? Merci Henri, bonjour à tous. Alors, chez Optimum, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on regarde énormément le client. Et on se dit, notre raison d'être, c'est le client final. Il a de la peine à se positionner. Et certainement, ça s'est compliqué par le marché, mais ça s'est aussi compliqué par l'accès aux produits et donc par le web. Donc, ce qui est le cœur de notre organisation, le deuxième pilier étant bien évidemment notre forte présence physique, c'est le web. Et ce web, il a des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai plus de 25 ans d'activité dans le web, donc la particularité, que je viens plutôt du dématérialisé, et maintenant je l'adosse à du matériel qui est l'immobilier. Donc, dans toutes nos activités, qu'elles soient le suivi administratif, le suivi de nos agents, le suivi des produits, tout est centré web. Ça, c'est la clé de départ, que vous connaissez tous, bien évidemment. Eh bien, l'extension pour la formation, c'est la continuité logique. À nouveau, on croit beaucoup au mixte entre... J'ai une formation tronc commun, une 150 heures la première année pour chacun des agents. Mais si je veux me rafraîchir, si je veux aller faire un zoom sur une activité, sur un sujet spécifique, les mandats, négocier, la rencontre, la présentation d'un bien, j'ai accès donc par le web à tout moment, et c'est l'autre atout. Et moi, je crois beaucoup au home office, et je pense que cette profession, elle va bénéficier aussi de la tendance de la génération Y et de ceux qui nous suivent, de la particularité home office. Donc on aura les produits, on aura l'accès à nos clients, et on aura bien évidemment l'accès à la connaissance et à l'information, et donc à la formation. Donc nous, chez Optimum, on crée une cellule formation dont l'objectif est de développer des modules pour le présentiel, mais aussi pour le dématérialisé, pour l'accès web, tablette, aux supports les plus modernes. Voilà, ça c'est pour la première partie de la réponse. Et l'ancrage physique, bien évidemment, c'est assez simple pour la profession traditionnelle, et on va les appeler vitrés, de dire qu'on n'est pas ancré parce qu'on n'a pas de vitrine. Personnellement, je pense que c'est vraiment obsolète comme approche. On n'est plus physique que n'importe qui parce que nos agents, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est s'occuper de leurs clients. Et notre raison d'être à tous ici, c'est d'avoir des clients, acheteurs, vendeurs. C'est du B2B2C, donc qu'on fasse notre boulot de B2B, c'est la gestion de nos agents, leur suivi, leur animation et les produits et les outils qu'on leur apporte. Et le deuxième axe, bien évidemment, c'est le 2C. Donc on est ancré dans le terrain, on est présent dans toute la France, comme tout un chacun ici sur ce plateau. Notre activité, elle est terrain. Est-ce que l'on doit mettre des bureaux relais? Je crois que c'est une question qu'on se posera longtemps. Mon avis, sur un plan stratégique et communication, ça serait brouiller les cartes, ça serait laisser penser aux uns et aux autres qu'il y a une faiblesse dans le business model, et donc on est obligé de se rallier à ce qui a fait la force des vitrés jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, ce n'est pas notre intention, même si régulièrement, effectivement,
il faut être honnête, on se pose la question sur certains marchés, sur certaines présences, est-ce que l'on aurait un intérêt? Ce qui est certain, c'est que si on devait avoir un lieu de repère pour nos clients, ils ne seraient pas en commerce, ils ne seraient pas en rez-de-chaussée. Voilà ce que je peux dire sur Oui, le c'est sujet. exactement ça. Un chiffre aussi pour éclairer la réflexion, parce que je ne cachais pas mes origines, je les revendique même. Les agents immobiliers vitrés traditionnels, on ne sait quel mot utiliser, qui ne leur donne pas le sentiment d'un jugement de péremption. En tout cas, dans ma bouche, ça ne peut pas être ça. Il y a 15 ans de ça, hein, les chiffres sont très clairs, c'était 70% des affaires qu'ils faisaient qui provenaient de la vitrine, c'est aujourd'hui moins de 30%. C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion mathématique en moins d'une génération sur le rôle de la vitrine physique. Et on pourrait même avoir des raisonnements sur le choix des implantations, premier choix, deuxième choix, enfin en tout cas le coût de la vitrine. Alors, mon voisin de gauche représente une enseigne qui s'appelle Efficity, qui, à ma connaissance, Malek, se distingue des réseaux de mandataires, et j'aimerais que vous nous disiez en quoi n'êtes-vous pas, à proprement parler, un réseau de mandataires tel que Jacques, Olivier ou Jean Lavaupeau l'ont présenté. Quelle est votre originalité dans cette affaire ? On est un réseau de commerciaux, mandataires ou salariés, mais donc nous on s'est posé la question du client avant d'être agent immobilier. On a été soit acheteur, soit vendeur d'un bien immobilier, et on s'est mis dans la démarche de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, on a constaté qu'un acheteur, avant d'acheter son bien, il allait sur Internet, il partait du produit. Il n'allait pas se déplacer dans un quartier pour voir quelles sont les agences avec qui il a envie de travailler. Il part du produit qui lui plaît et il va se décider d'aller le visiter. Donc, l'acheteur a besoin d'identifier où sont les produits et sa démarche de recherche, c'est Internet. Le vendeur, lui, sa première problématique avant de mettre en vente son bien, c'est de savoir combien il coûte. Et donc, il fait appel à l'agence de quartier sur un premier axe, c'est « aidez-moi à estimer mon bien et si on trouve un accord sur le prix, on travaillera ensemble ». Donc, le vendeur se pose la question de l'estimation et de la valeur de son bien. Et l'acheteur se pose la question de savoir où est le bien, quel est le bien qui lui correspond. Venant des nouvelles technologies, et donc on a constaté aussi que le point central de tout ça, ça pouvait être Internet. Pour l'acheteur, c'était acquis, puisque aujourd'hui, l'énorme majorité de nos acquéreurs viennent d'Internet, puisque dès qu'on a un bien au prix, qu'on le met sur SoLoger, sur l'ensemble des réseaux qui existent, derrière, on a les appels et on fait la vente. Donc l'agence ne sert pas réellement à quelque chose. C'est plutôt la capacité de diffuser en masse un bien qui est positionné à un bon prix de marché. Donc ça, tout le monde utilise Internet dans le cadre de la diffusion de l'annonce. Nous, on s'est posé la question du recrutement du vendeur. Les agences classiques vont ouvrir une agence de quartier, créer une enseigne, et puis faire du démarchage. Je pense que s'il y a des agents immobiliers dans la salle, 50, 60, 70% de leur temps est dédié à la prospection des clients vendeurs. Et nous, venant un peu de la cotation et on connaissait un peu cet univers, on a décidé de mettre en place un outil d'estimation en ligne qui permettait au vendeur, dans son lit, en vacances, à la plage, d'avoir une première idée de valeur de son bien. En contrepartie, il nous laissait ses coordonnées. Donc déjà, pour pouvoir estimer le bien, il fallait mettre l'adresse, le décrire, et puis après, il se décrivait lui-même, nom, prénom, adresse, email, etc. Et on a commencé à l'échelle du 9e arrondissement de Paris. Christophe, mon associé, développait le site et recevait les contacts, appelait pour de la prise de rendez-vous, et moi j'étais sur le terrain à faire des ventes dans le 9e. Et aujourd'hui, notre distinction, c'est notre capacité à recruter via le web des profils de vendeurs et des profils d'acquéreurs et de les mettre en relation via nos équipes commerciales. Et aujourd'hui, nos équipes commerciales sont majoritairement mandataires. Et donc, c'est là où on a un vrai point commun avec les personnes qui sont autour de la table. Mais donc, la vraie question, c'est où sont les vendeurs, où sont les acheteurs, et après, comment on les rapproche. Et donc, c'est à partir de cette réponse-là qu'on a développé un réseau. Aujourd'hui, on a une centaine de commerciaux sur le terrain qui n'ont pas besoin d'agence physique pour pouvoir rencontrer l'acheteur ou le vendeur, puisque ces gens nous laissent ces informations sur Internet. Soit ils prennent leur rendez-vous, soit on a des plateformes qui leur prennent des rendez-vous et qui les mettent en relation. Parfait. Alors, une question toujours dans la partie, et ensuite on parlera d'international, d'exportation du modèle, qui lui-même, Jean l'a rappelé, est le fruit d'une importation.
On parle beaucoup du niveau des honoraires. Alors, je sais que autour de moi, il n'y a pas une unanimité, il n'y a pas une position unique sur ce sujet-là. Bon, j'entends que, et puis d'ailleurs, comment en douter que le virtuel, que la dématérialisation permet de faire des économies. Là encore, ça, c'est contestable. Voilà, Jean Lavaupeau ne cachait pas non plus son origine professionnelle. Il a connu un exercice très traditionnel de la profession, avec des coûts de fonctionnement élevés, avec des boutiques, des vitrines, des emplacements de qualité, de premier ou de deuxième choix. On a là un modèle économique et un modèle professionnel très différent. Est-ce que ces économies qui sont faites, est-ce que ces charges réduites par rapport au modèle classique induisent des prix de sortie, c'est-à-dire des montants d'honoraires? Je vous interdis d'ailleurs de dire commission, puisque le législateur vient de substituer au mot commission le mot honoraire pour la transaction, en considérant que le mot honoraire était plus valorisant. Alors j'espère que ça vous valorise tous beaucoup, parce qu'en tout cas c'est la volonté du législateur et de la FNAIM qui l'a demandé. En tout cas, j'aime assez les mots pour essayer de bien les employer. Donc est-ce que le montant des honoraires induit par votre modèle économique différent est plutôt moindre, nettement moindre? Est-ce qu'il y a des politiques d'entreprise différentes sur ce sujet? Voilà, je pense que dans la partie didactique, c'est aussi important parce qu'on en parle beaucoup. On parle de restitution du pouvoir d'achat, c'est une volonté des pouvoirs publics qui depuis 5 ou 10 ans disent le coût des transactions intermédiaires nous semble trop élevé, hein, les fameux 6, 7, 8% hors taxe. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors peut-être l'avis un peu panoramique du patron du syndicat et puis ensuite des avis de patrons d'entreprise. Oui, alors incontestablement, le fait de la suppression de la boutique permet de faire d'économiser. Majoritairement, on va dire que c'est l'acteur principal, c'est-à-dire le négociateur, qui en bénéficie, puisqu'il a un taux de commissionnement, de rétrocession qui est 2 à 3 fois supérieur à celui qu'on peut lui offrir dans une agence dite traditionnelle. Si j'ai le temps après, j'exprimerai le fait que je ne suis pas pour opposer les genres. Hein. Je trouve que les agences physiques, appelées vitrées ou autres, ne sont pas nécessairement appelées à disparaître. Je ne suis pas pour opposer les genres. Longue vie à eux. Moi, je connais des tas d'agences immobilières, quelques agences immobilières où ils travaillent en couple, par exemple, qui sont de très bons professionnels, qui en valent bien d'autres, et longue vie à eux, il n'y a aucune raison que ces gens-là s'arrêtent, vous voyez. Donc, qu'il y ait des agents mandataires sur place ou des agences physiques, c'est pas le problème, on s'en fout. Hein, ce qui compte, le client, c'est d'avoir un bon interlocuteur. Et la proximité est très intéressante et très importante. Donc voilà. Alors, concernant le pouvoir d'achat restauré, effectivement, on est plus à même dans nos structures de pouvoir afficher des taux d'honoraires un peu inférieurs. C'est pas nécessairement le cas. Je crois que la moyenne France doit être autour de 4% de ce qui est pris, hein, 4% d'honoraires en transactions en ancien, j'entends. Donc ça doit être autour de ça. Ce qu'il faut noter, c'est que, et là, ça va nous rattraper au-dessus de tout ce qu'on veut, de tous les commentaires qu'on peut faire, c'est que la loi Allure, la future loi Allure, et on en veut pour preuve qu'on est dans le bureau de Madame Duflot assez régulièrement, et je peux vous l'annoncer, c'est qu'on va nous obliger, nous professionnels, à afficher nos honoraires dans le corps des annonces. En pourcentage. Enfin, là, en tout cas, le Sénat a modifié la copie qui lui arrivait de l'Assemblée nationale. On avait parlé d'un affichage obligatoire en valeur absolue du montant de la commission. Il est écrit désormais que ce sera en pourcentage. Ça sera en pourcentage. Alors évidemment, on n'a pas été chercher cet article de loi, hein, bien sûr, mais il va nous tomber dessus. Ça veut dire forcément que les honoraires vont baisser. Ça, c'est clair que si vous voyez un bien à 200 000 euros et vous voyez 4% d'affiché, vous aurez le client aura plus tendance à appeler que s'il voit 6%. Ça, c'est assez évident. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a demandé, mais c'est ce qui va nous arriver. C'est une intention du législateur, c'est clair. Absolument. On peut apporter, Jacques Taboudé me le disait à juste titre, une petite nuance. En l'état actuel du projet de loi, il ne sera pas voté avant le début 2014, ça peut changer, mais cette obligation d'affichage ne concerne que les biens pour lesquels il a été décidé de mettre la commission à la charge de l'acquéreur. Voilà. Hein, le législateur, à ce stade, a considéré que si la commission n'était pas à la charge de celui qui lit l'annonce, il n'y avait aucun intérêt à la porter à sa connaissance. Voilà. Voilà.
Voilà ce que je peux dire. Je peux laisser la parole peut-être. Alors Olivier, oui, je souhaiterais réagir, effectivement. Ce qui me semble particulièrement important, c'est pas tant le taux, si vous voulez. On a gagné sur les charges, bien évidemment, les charges d'exploitation. Ce qui me semble important, c'est comment on les réalloue. Et donc, dans la profession, à mon sens, on les réalloue, comme l'a dit Jean, aux agents, donc ils sont mieux rémunérés. Et on les réalloue au client final, dans la mesure où il y a une petite baisse d'honoraires, mais il y a surtout un support bien super en termes de marketing, de présence, de visibilité des produits. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le business model, si vous voulez. C'est si l'agence physique n'a plus de réelle raison d'être, c'est quand même des coûts qui sont non justifiés. Mais au final, il ne faut pas rêver. Un business model web, ça coûte cher. C'est des modèles, c'est des structures, c'est des spécialistes. Donc ça a un coût. Et c'est un coût qu'on réoriente pour la visibilité des produits, pour les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc nous, on tourne dans les mêmes taux que le reste de la profession. On est légèrement moins cher, mais je crois que ce serait une erreur de positionner avant tout notre business model comme un business model moins cher que les autres. Ce n'est pas le cas. C'est une recherche d'efficacité, c'est une proximité, c'est pousser les produits, l'advertisement, pousser la notoriété. Et moi, personnellement, vous savez, je suis restant dans la profession, je m'y attelle énormément avec les équipes parce que je crois que c'est ce qu'attendent les acheteurs-vendeurs et ce qui va faire la différence. Ensuite, bien évidemment, c'est plus motivant pour un agent d'être à plus de 70% plutôt que d'être à moins de 30%. Donc ça fait partie du nerf de la guerre et c'est aussi pour ça qu'ils nous rejoignent. Voilà ce que je dirais sur le taux, c'est vraiment où est-ce qu'on positionne la valeur ajoutée et qu'est-ce qu'on veut faire de cette marge par la réduction des coûts. Alors, sans exclusive, Jean Lavaux l'a dit, c'est précieux. Il y a de la place pour les deux modes d'exercice. On note que les fruits de la croissance, si je parlais comme un homme politique, vont aux négociateurs mandataires prioritairement, vont ensuite pour partie, sous réserve de ce qui est dit par mes voisins, aux clients qui va payer la commission. Je note aussi qu'au bout du compte, on peut se demander, Malek va répondre et Jacques aussi, si le montant des honoraires n'est pas en train d'être fixé par celui qui les paye. Est-ce que réellement la profession a le pricing power? Quand j'entends, et Jean Lavaux a raison, je peux le dire, que le niveau moyen des honoraires, dans les faits, est plutôt entre 4 et 5% qu'au-delà, ce que ne dit pas volontiers la profession traditionnelle, est-ce que le niveau n'est pas en train de se placer là, quel que soit le modèle économique? C'est-à-dire, est-ce que le client n'est pas en train de dire « moi, je suis prêt à payer ça pour le service qu'il m'a apporté, ni plus, ni moins, si je veux payer moins, je fais moi-même ». Malek, sur ce sujet. Moi, je suis complètement en face sur l'aspect, oui, il y a une réduction de charges liée au modèle. Pas besoin d'ouvrir des boutiques tous les 500 mètres pour pouvoir développer un réseau et faire des ventes immobilières. Donc, et cette réduction, en premier lieu, elle est réallouée aux équipes commerciales puisqu'elles sont à 70% et plus de rétrocession. Et donc, deuxième élément, il ne faut pas négliger le client parce que toutes les études montrent quand même que notre métier est perçu comme un métier avec une rémunération chère, avec une faible valeur ajoutée. Et donc, il faut se positionner avec le service qui est en adéquation avec le tarif. Et moi, je pense que vous dites, c'est-à-dire que beaucoup d'agences aujourd'hui se positionnent sur des commissions affichées à 6-7% et vont arriver à une négociation à un prix final à 4%. Nous, on a pris l'option de se positionner dès le début sur des taux entre 3,5 et 4%. Et de par notre positionnement direct sur la partie commission attractive, on est très peu négocié en termes de remise avec le client. Et dès le début, on est bien affiché dans le cadre de mandat simple par rapport aux concurrents. Donc il ne faut pas baisser les prix et baisser les commissions à tout bas parce que c'est notre rémunération, mais il faut afficher un prix et le conserver face aux clients. Et ça ne me paraît pas sain de commencer à 7 et de finir à 3 ou 4. Donc affichons 4 et tenons 4. Jacques, sur ce sujet. Moi j'ai le même avis, hein, tout ça a été dit. Là. Globalement, effectivement, en même temps, le service a un prix. Donc ma politique à moi, c'est pas une politique de low cost, contrairement à l'image qu'on veut donner. Maintenant, il y a l'histoire. L'histoire, c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure à travers le projet de loi Allure, mais c'est aussi ce qui se passe en Europe et dans le monde. Quand on regarde les taux de commission prélevés chez nos voisins, il faut savoir qu'on est plutôt en dessous de 4 qu'au-dessus de 4 en moyenne. Donc j'ai envie de dire l'histoire nous rattrapera.
Voilà, en résumé, il faut qu'on soit payé à notre juste service. En même temps, on n'est pas là pour brader les prix non plus. Alors, avant que la salle ne puisse poser des questions, Hervé Parent me disait que c'était un moment important de cette réunion, cette table ronde. Quelques mots sur la dimension internationale que vous donnez ou pas à vos entreprises. Alors là-dessus, c'est Olivier Colcombé qui me paraît le plus légitime. Je crois qu'Optimum a une présence internationale d'ores et déjà et depuis quelques années. Qu'en est-il? Jusqu'à quel point le modèle français, qui est le fruit d'une importation, est-il exportable, avec peut-être des considérations juridiques aussi? On parle du statut d'agent commercial mandataire. Est-ce qu'il existe à l'étranger? Est-ce qu'il est comparable? Est-ce qu'il mérite des ajustements? Voilà, donc de la didactique aussi sur ce qui est possible. Merci Henri. Je voudrais rebondir sur les taux, juste pour cadrer le débat. Au UK, c'est 1,5%, mais ils ont beaucoup d'autres activités autour, c'est-à-dire que l'agence va être rémunérée par la vente d'une cuisine, par la rénovation d'une salle de bain ou que sais-je. Donc il est apporteur d'affaires et c'est beaucoup plus global. En Allemagne, c'est 3,5%, au Portugal, c'est 4%. Donc on est en dehors du UK, mais au UK, c'est 90% des transactions qui passent par les professionnels. Donc il est préférable d'avoir 1,5 d'un énorme gâteau que 4 d'un petit gâteau. C'est la base. Alors nous sommes installés effectivement à l'étranger, 3 pays où nous sommes déjà physiquement présents, nous en étudions d'autres. Nous sommes au Portugal, au UK, enfin en Angleterre, pardon, et en Allemagne. Globalement, les business models que nous avons développés sont les mêmes. Ensuite, on les customise, on les localise. Bien évidemment, on localise le côté traduction, qu'on appelle localisation, mais on doit aussi customiser par rapport aux habitudes locales. Ceci dit, comme c'est un business model à part entière, on s'en éloigne très très peu. Il y a toujours des agents physiques, il y a toujours comme Jacques l'a dit, des équipes pour animer, pour former, pour suivre, pour recruter. Il y a toujours un back-office pour facturer, pour faire la relation. C'est toujours très normé parce qu'on souhaite que nos agents représentent la marque avec les exigences qu'on s'est fixées. Il y a toujours du marketing, il y a toujours du web. Il n'y a pas une différence de fond, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 pays, le modèle n'existait pas. Donc la difficulté, c'est aussi de l'installer. On se rend compte que dans un marché très très chahuté comme le Portugal, où on pourrait penser qu'il n'y a plus de marché, ça décolle très bien. Parce que justement, la particularité du business model est assez adaptée à un marché qui est tendu, où les marges sont faibles et où un grand nombre d'acteurs ont trébuché, des agents indépendants qui n'ont pas pu survivre en raison des coûts fixes. Donc on a un recrutement de très très bonne qualité, avec énormément de biens. Moi je suis très étonné par des agents qui nous rejoignent, qui ont 150 biens. On se demande même comment ils peuvent les traiter, si vous voulez. Alors ils ont leur maillage, hein, ils se débrouillent. Mais vraiment, c'est un business model sur lequel on s'épaule, quel que soit le pays. Jusqu'à maintenant, il a fait ses preuves et il démarre très très bien. Voilà, donc la réponse, c'est pour nous, Optimum, l'étranger, ça ressemble à la France, mais ce n'est pas la France. Jacques, même question. Alors je crois que ce sont des ambitions, des intentions davantage pour Capifrance que ce ne sont des réalités, mais vous allez nous le dire. Et un point important dans le propos d'Olivier, est-ce que les circonstances économiques, alors je voudrais pouvoir dire que c'est une crise et que tout ça va passer rapidement, je ne le crois pas un instant, je pense qu'il y a un étiage économique qui va durer longtemps, qui pèse beaucoup sur ceux qui ont des charges fixes élevées. Est-ce que ces circonstances économiques favorisent votre modèle économique et son expansion à l'étranger ou pas? Et quelle est votre volonté à vous, pour Capifrance, d'aller vers d'autres pays que la France? Alors moi, j'ai pas prétention de répondre à cette question précisément. Ce que je peux dire clairement par rapport à la crise qu'on traverse, c'est qu'un modèle comme le nôtre, aujourd'hui en pleine crise, continue d'avoir une croissance. Bon, moi, c'est le constat que je fais. Et je reviens toujours aux fondamentaux qui est le marché. Le marché, c'est lui qui dirige tout. Si vous avez une offre, une demande et que vous êtes en phase l'un et l'autre, ça fonctionne. Et c'est un petit peu ce qui explique que les réseaux mandataires aujourd'hui continuent de se développer dans un marché de crise. Alors maintenant, par rapport aux ambitions internationales,
Alors Olivier le disait tout à l'heure, effectivement, ce modèle peut s'exporter en Europe parce qu'il n'existe pas vraiment ou sous des formes très très différentes, en dehors des US et du Canada, puisqu'effectivement, c'est un métier exercé déjà, pas tout à fait sous la même forme que nos modèles, mais donc ce sont forcément des opportunités pour nous à saisir. Donc oui, Capifrance, ça y est engagé dans le processus de développement à l'international. On ouvrira notre premier pays au premier semestre 2014. Lequel, on peut le savoir? Ce sera probablement l'Allemagne, je dis bien probablement. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un modèle assez proche de celui de la France en termes de transactions, de notaires, etc. Donc on est sur le montant de commission aussi, écoutez. On est aux alentours des 3,5-4, donc on est en taux moyen. Il y a un taux de propriétaires extrêmement faible, puisqu'ils sont de l'ordre de 40%, beaucoup de locataires. Et il y a aussi un potentiel d'évolution. Bon, c'est un marché assez différent mais, dans son fonctionnement, mais qui finalement est assez pérenne. Voilà. Donc ambition développée. Et évidemment, après cette première expérience, on continuera à tenter d'autres pays du type, certes, l'Angleterre également, l'Italie, la Belgique. Vous avez vu que l'ombre tutélaire d'Hervé pèse sur moi. Je ne sais pas ce qu'il fait derrière moi. Je suis très très inquiet. Mais je crois qu'Olivier veut dire quelque chose. Alors il va le dire quand même. Oui, je voudrais partager avec vous une précision sur le Portugal. Le Portugal, une année normale, c'est 200 000 ventes. Aujourd'hui, la crise portugaise a engendré 800 000 saisies de biens par les banques. 800 000. Bien évidemment, ils ne sont pas stupides, ils ne les lâchent pas sur le marché d'un seul coup. Mais nous, aujourd'hui, notre business model, il permet... Parce que la banque, vous les connaissez mieux que moi, les banquiers, ils ne sont pas très généreux. Donc on peut prendre des mandats avec des banquiers à 2,5 et on peut vivre parce qu'ils nous alimentent avec des produits qu'on n'a pas à chercher. Et rechercher des produits, bien évidemment, c'est un investissement. Donc, vous voyez encore la dimension business model et son adaptabilité, sa fluidité. Il s'adapte à un contexte. Et le Portugal, moi je suis bluffé de penser qu'on signe aujourd'hui des accords avec des banques. Oui, oui. Bonjour, Stéphanie Bouclier, agence Une Maison Bleue. J'ai une petite question. Vous n'avez pas abordé dans votre modèle économique le fait que chacun de vos mandataires doit tout de même payer une somme assez importante pour pouvoir travailler pour vous. De mémoire, si j'ai bien compris, c'est à peu près 3 000 € par an par personne. Est-ce que cela ne constitue pas un apport important dans votre modèle économique ? Merci, question importante. C'est Jacques qui répond. Je peux faire un début de réponse, oui. Non. En fait, tout le monde paye pour travailler. Ma secrétaire qui vient au bureau, je ne lui paye pas son essence pour venir travailler. Donc tout le monde paye pour travailler. Ça, c'est la première chose. Et je dirais qu'il faut... Madame n'est pas convaincue par la réponse, Jean. Elle paye quand même. C'est pas moi qui lui paye son essence. Ça, c'est sûr et certain. Elle peut venir à pied, ceci dit. La deuxième chose, c'est que les agents mandataires, on peut les assimiler à des micro-entreprises. Donc, c'est une micro-entreprise et le chiffre est à peu près celui-là, d'un budget d'environ 3 000 € par an. Effectivement, c'est un investissement à faire et celui qui n'est pas prêt à le faire, encore une fois, on le dirige très très volontiers vers des solutions de salariés chez des gens qui peuvent leur offrir une solution de salarié. Je vous dis aussi que 70% des agences immobilières vitrées traditionnelles, comme on veut, ont recours à des agents commerciaux sur un mode de fonctionnement différent et en termes de rétribution et en termes de fonctionnement. C'est possible aussi. Jacques, moi, non, mais simplement pour répondre à madame, cette somme payée, effectivement, participe, si vous voulez, au financement, je dirais, de toutes les opérations qu'on met à leur disposition, à la formation, à la diffusion, etc., etc., mais ne fait pas, je dirais, entre guillemets, la rentabilité du modèle. Absolument pas. Il faut bien en avoir conscience. Le prix du package, comme on le propose dans les réseaux, n'est pas le fruit, entre guillemets, de notre rentabilité. Surtout pas. Parce qu'on investit au moins 4 à 5 fois plus que ce qu'ils nous payent réellement. Voilà. Maintenant, c'est une contribution, effectivement, aujourd'hui, je dirais, à la charge qui pèse sur nos entreprises respectives. Bon, allez, une dernière question, celle du haut. Je prends sur moi parce que Hervé est en train de me détester. Je ne veux pas perdre son amitié. Et une dernière réponse, et on se quittera ensuite, parce qu'il y a des suivants qu'il faut respecter. Bonjour, Thomas Abinal, agent indépendant. Monsieur Lavopo, vous avez dit tout à l'heure au début que la France probablement était en retard sur les États-Unis et que la profession mutualisait mal ses biens et ses clients,
contrairement au MLS américain. Et du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que vous, les mandataires, vous êtes en avance là-dessus? Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies pour vous mailler entre vous, déjà, entre les différents réseaux, et constituer une offre commune qui vous permet d'être plus forts tous ensemble? C'est un beau sujet de conclusion. Oui, absolument. Merci de votre question. À l'occurrence, le fondateur de Capli France, et je fais un peu de pub, mais vous m'y obligez. Il est ici, Jean-Claude. Ben voilà, Jean-Claude arrive. Et Jean-Claude est le fondateur d'un site qui s'appelle Boom Immobilier, qui était le premier site de dédoublonnage des annonces et qui sera très probablement le modèle de demain pour d'abord les réseaux de mandataires, mais aussi toute la profession en général, puisque encore une fois, on ne fait pas de manichéisme chez nous, on est pour toute la profession. Donc très probablement, on peut espérer que dans quelques années, il y ait donc un site de mutualisation des biens avec le négociateur entrant, celui qui rentre le mandat et celui qui sort. Et ce qui permettra d'ailleurs au niveau et juridique et déontologique d'assurer un service avec le vendeur, un négociateur qui défend les intérêts du vendeur et un négociateur qui défend les intérêts de l'acquéreur, ce qui est beaucoup plus sain, effectivement. Merci beaucoup. Hervé, tu me permets de remercier les débatteurs, l'assistance et son attention, et puis de te passer la parole. Je voulais simplement te remercier, toi. Bravo à tous. Merci. Merci.